Bonjour et merci à toutes et à tous d'être venus ce matin assister à notre conférence dédiée aux polluants éternels. Je suis Moran Kerinek, je suis journaliste à Reporter, qui est un média en ligne dédié à l'écologie. Je suis accompagné à ma droite, à votre gauche, d'Émilie Rousseau, journaliste à la rédaction de François Rhône-Alpes, qui enquête depuis 4 ans sur les polluants éternels, qu'on appelle du coup également les PFAS. Vous avez pu voir ces enquêtes sur France 3, mais également les lire sur le média d'investigation en ligne Disclose, ainsi que dans la revue Dessinée. Son travail est d'une si bonne qualité et d'une si grande rigueur qu'elle a été nommée pour le prix Albert Londres. Je suis également en compagnie de Lucie Gaillot, médecin pathologiste et membre du collectif PFAS contre Terre, qui est un collectif d'habitants d'Oulin-Pierre-Bénite, où se situent 2 usines dont on va beaucoup parler aujourd'hui, Daikin et Arkema. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, ces usines en fait, ont déversé pendant plusieurs décennies des polluants éternels dans l'eau, l'air et la terre des communes au sud de Lyon. Ce scandale, il n'a été révélé qu'en 2022 par l'émission Envoyé spécial et qui a été suivi par des révélations en cascade, notamment grâce au travail d'Émilie. Alors pour commencer, pour poser peut-être un petit peu les enjeux des PFAS, des polluants éternels, je vais d'abord commencer par poser une question à Lucie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait qu'est-ce que sont que ces PFAS? Qu'est-ce que c'est exactement comme molécules? Comment est-ce qu'on les ingère? Et surtout, quelles sont leurs conséquences en fait pour l'organisme? Ok, merci Morane pour cette introduction. Donc les PFAS, je pense que tout le monde maintenant en a entendu parler et tout le monde sait qu'on les appelle les polluants éternels. Et pour faire très court, c'est une famille de molécules chimiques qui ont des liaisons carbone-fluor qui sont extrêmement résistantes, ce qui fait qu'elles intéressent beaucoup les industriels parce qu'elles ont des propriétés très résistantes, des propriétés imperméables extrêmement intéressantes pour les industries. Et puis ce qui fait aussi, malheureusement, qu'elles sont bioaccumulables. Donc bioaccumulables où dans tous les milieux, dans l'eau, dans la terre, dans les sols où elles ont été rejetées. Et également, elles s'accumulent dans les corps humains. Voilà. Elles ont des durées de vie qui sont de plusieurs dizaines d'années. Alors maintenant, sur les effets des PFAS sur la santé, il faut savoir qu'il y a déjà en fait une littérature médicale scientifique très abondante, avec plus de 3000 articles qui ont étudié les effets des PFAS sur la santé. Et donc il y en a un qui est classé cancérigène certain, c'est le PFOA, et il y en a un qui est possiblement cancérigène, c'est le PFOS. Donc, il y a les académies américaines de médecine et de sciences qui ont fait un gros travail parce qu'ils ont fait une revue de toute cette littérature scientifique pour en tirer une synthèse. Et cette synthèse, en fait, ils classent les effets des PFAS sur la santé selon leur niveau de preuve. Donc ça, je vais vous les dire assez rapidement. En fait, donc, les effets sur la santé où il y a des preuves suffisantes, c'est le fait que ça diminue la réponse immunitaire quand on a une infection ou quand on est vacciné, premièrement. Deuxièmement, ça donne des anomalies des lipides, c'est-à-dire ça donne du cholestérol, ce qui est en soi pas terrible, hein, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, ça provoque d'autres maladies. Troisième effet pour la santé, ça donne des bébés qui ont un petit poids de naissance. Et quatrième effet, où le niveau de preuve est suffisant, ça augmente le risque de cancer du rein. Ensuite, il y a d'autres effets sur la santé où les preuves, aujourd'hui, sont ce qu'ils appellent limitées. Et ça, c'est cancer du sein, cancer de la thyroïde, cancer du sein, cancer des testicules, maladie de la thyroïde, des anomalies du foie, avec des anomalies du bilan des enzymes du foie quand on fait une prise de sang. Ça donne de l'hypertension pendant la grossesse. Et enfin, ça donne une maladie inflammatoire des intestins qu'on appelle la rectocolite hémorragique. Ensuite, vous avez peut-être entendu parler d'autres effets pour la santé. Vous avez peut-être entendu parler de diabète, d'endométriose, puberté précoce, etc. Donc en fait, ça ne veut pas dire, ce que je vous ai dit là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Ça veut juste dire que c'est à ce jour, voilà comment sont classés, selon leur niveau de preuve, les effets pour la santé. Mais les académies américaines le disent bien, elles vont réévaluer tout ça, parce que la science est en constante évolution et des études, ils s'en produisent de plus en plus, heureusement. Donc nos connaissances vont augmenter et en fonction des connaissances, on va voir certains effets pour la santé qui étaient peut-être avec un niveau de preuve limité, passer avec un niveau de preuve suffisant, voilà, etc. Vous avez compris ce que je voulais dire. Ce que je voulais préciser, c'est que ces effets pour la santé, vous voyez qu'ils ne sont pas du tout spécifiques. Ce n'est pas comme pour l'amiante, où l'amiante, ça donne un cancer très précis qui porte la signature en fait, de l'amiante. Là, c'est des effets pour la santé qui sont
assez banaux, pas très spécifiques, et ce qui est en fait assez pratique parce que c'est un peu le crime parfait. C'est-à-dire que comme il n'y a pas la signature des PFAS, on ne pourra pas dire à quelqu'un oui, votre cancer ou oui, votre hypercholestérolémie, c'est lié au PFAS. On ne pourra jamais vraiment l'affirmer. Ensuite, ce que je trouve intéressant aussi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que les académies américaines qui ont fait ce travail, elles ont fait ce travail pour tous les PFAS. Elles ont regroupé tous les PFAS et elles le justifient de façon très logique en disant, en fait, on est exposé pas à un seul PFAS, malheureusement, on est tous exposés à plein de PFAS différents. Donc, en fait, il faut se méfier des discours qui tendent à dire « Ah, les PFAS, c'est compliqué, il faut étudier chaque effet pour chaque PFAS de façon isolée », parce que ça n'a pas vraiment de sens. Il faut se méfier aussi des discours qui tendent à dire « Oh, les effets des PFAS sur la santé, on ne sait pas trop ». Parce que je pense que je vous aurais convaincu sur le fait que si, on commence à savoir déjà des choses. Donc ce discours-là, c'est ce qui s'appelle la fabrique du doute. Et cette fabrique du doute, elle s'infiltre partout, et elle s'infiltre y compris dans les articles médicaux. Après, tu as demandé aussi comment on se contamine. On se contamine essentiellement par l'alimentation, contaminée au PFAS, par l'eau de consommation, si elle est contaminée. Et puis, il y a une contamination particulière pour les deux catégories de gens qui sont les plus exposés, qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est-à-dire les gens qui travaillent sur ces sites industriels qui fabriquent ou utilisent des PFAS et les riverains de ces sites industriels. Eux, ils peuvent aussi se contaminer par voie aérienne, respiratoire. Et puis, là, il y a moins de données, mais il y aurait peut-être aussi une contamination par voie cutanée, à travers la peau. Voilà, je me rends compte juste que je n'ai pas répondu au fait que des PFAS, en fait, on en trouve partout, mais ça, je pense que vous le saviez, dans énormément de produits de la vie quotidienne, dans les batteries, dans des choses comme le fil dentaire, on en trouve dans les vêtements imperméabilisants, etc. etc. Je ne fais pas la liste, mais ça a inondé beaucoup de produits de consommation. Merci beaucoup. Tu dis que les PFAS, on en trouve partout, mais à une époque, en fait, on ne connaissait pas l'existence des PFAS. Moi, je voulais te demander, Émilie, comment t'es venue en fait l'idée d'enquêter sur cette pollution? Alors, je vais vous raconter la petite anecdote que je raconte tout le temps quand on me pose la question. En fait, vous savez peut-être que le premier, on va dire, documentaire qui a vraiment parlé des PFAS et qui a révélé cette contamination dans le sud de Lyon, c'est celui de mon collègue Martin Boudot. C'était un envoyé spécial. Et il se trouve que moi, je travaillais à France 3 Rhône-Alpes et que donc, ce jour-là, j'étais ce qu'on appelle d'actu. C'est-à-dire que j'étais censée couvrir l'actu du territoire. Et je me revois, j'étais dans le métro, je lisais le papier, je crois que c'était du Progrès, qui parlait de la réunion publique qui avait eu lieu la veille, parce que Martin Boudot a eu la bonne idée, avant de sortir son documentaire, de venir prévenir les premiers concernés, c'est-à-dire les riverains, et d'organiser une conférence de presse, une réunion publique pour leur annoncer des résultats très mauvais. Et donc moi, je lis cet article et je lis ce mot per-et-polyfluoroalkylé. Voilà. J'appelle quasi immédiatement Martin Boudot pour lui dire bah voilà, ça nous intéresse. Et il me dit mais les PFAS, c'est le nouveau scandale du siècle. Et moi, ce qui m'a marqué quand j'ai lu ce mot per- et polyfluoroalkylé pour la première fois, j'ai vu le mot fluor. Et autant je connaissais pas les PFAS, autant je savais que la chimie du fluor, c'était rarement de la chimie anodine, parce que voilà, il se trouve que ça faisait déjà des années que je faisais du journalisme de l'environnement et que je m'intéressais aux pollutions industrielles. Donc j'ai commencé comme ça à enquêter. Et pour la petite histoire aussi, ça n'a pas toujours été facile de convaincre mes rédacteurs en chef, de convaincre mes collègues que les PFAS était un sujet et qu'il fallait continuer à s'y intéresser. J'ai même un collègue qui m'a dit, je crois 2-3 semaines après, un petit peu plus longtemps quand même, 3 mois après la révélation, il m'a dit « mais de toute façon tes PFAS, Rosso, dans 6 mois c'est oublié ». Et ben j'ai bien fait de ne pas l'écouter. J'ai bien fait de continuer. Alors peut-être aussi parce que je suis aussi, j'habite à Oulin, donc je suis pas très loin de cette usine. Alors à vol d'oiseau, mais c'est surtout que cette usine, cette plateforme chimique, quand on habite Lyon, on passe devant tous les jours. Et moi, je savais grosso modo ce qui s'y faisait parce que j'avais déjà fait un ou deux reportages là-dessus. J'avais même rencontré Macron chez Arkema. Mais finalement, je ne m'étais jamais vraiment intéressée à qu'est-ce qui sort de cette usine, quels sont les risques de ce qui sort de cette usine. Et donc, du coup, je me suis dit, bah voilà, cette usine, je la connaissais, je la voyais à chaque fois que je prenais l'autoroute. Et je me suis dit, bah, faut y aller, faut creuser. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé que mon travail, d'un travail d'actualité et de couverture d'actualité, est passé à un travail d'enquête.
et que j'ai pas arrêté depuis. Et ce que tu as découvert notamment, c'est que cette pollution, en fait, a été connue de longue date, au moins depuis 20 ans par les industriels, mais aussi parfois par les autorités sanitaires. Qu'est-ce qui explique en fait le fait qu'il y a eu un mécanisme du silence sur cette pollution? Alors c'est vrai que mon travail au début, il était très focus sur la plateforme chimique, et puis après j'ai élargi ce travail à tous les producteurs de PFAS. Il faut savoir que sur la plateforme chimique de Pierre-Bénite, on a Arkema et Daikin qui sont deux producteurs historiques de PFAS, et qu'il n'y en a pas 50 dans le monde, il y en a, on va dire, entre 8 et 9. Et donc je suis rentrée dans un collectif de journalistes européens. On était 46 et on s'est mis tous à travailler là-dessus. Et en fait, on cherchait à comprendre un peu quelles étaient les connexions entre les différents producteurs, qu'est-ce qui avait pu passer comme information, par exemple, du créateur, de l'inventeur des PFAS, Dupont et 3M aux États-Unis, jusque ici à Pierre-Bénite. Voilà, on a essayé de comprendre quels étaient les liens. Et en fait, on a fini par se rendre compte, en obtenant des documents, en récupérant aussi des choses qui existaient aux États-Unis, que tous ces gens-là avaient la connaissance, on va dire, de la problématique et de la dangerosité des PFAS depuis... alors, en ce qui concerne Dupont et 3M, les inventeurs, depuis même avant leur mise sur le marché, et pour les autres, depuis au moins les années 90, parce qu'en fait, on a découvert, enfin on s'en doutait, mais on a découvert les documents où on se rend compte que tous ces gens-là, quand je dis tous ces gens-là, je parle des producteurs de PFAS, se rencontraient, discutaient, échanger leurs données, et donc ont compris très tôt, petit 1, que ces PFAS étaient persistants dans l'environnement, en tout cas ceux qu'on utilisait à l'époque, parce qu'il y a eu une évolution dans les générations de PFAS, que donc ils étaient persistants, qu'ils avaient une facilité à se disperser dans l'environnement, c'est-à-dire qu'ils étaient mobiles, et ensuite qu'ils s'accumulaient dans le temps. Alors, on ne peut pas parler de biopersistance tout de suite, mais en tout cas, les preuves de la biopersistance, elles se sont accumulées, et tout ça, ils le savaient. Et donc, finalement, ce qu'on a mis au jour, c'est une espèce de fabrique du doute, puisque les industriels, en tout cas ces inventeurs de PFAS, et puis derrière les autres, au lieu de prévenir les autorités et de dire, voilà, attention, de transmettre volontairement leur découverte, ils ont plutôt essayé de faire, d'enclencher ce qu'on appelle communément la mécanique du doute, la fabrique du doute, et de tout faire pour retarder leur interdiction, leur réglementation. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui au niveau européen. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a en ce moment à l'étude une réglementation universelle des PFAS, ce qui est une première historique, et que donc il y a un effort de lobbying, peut-être pas universel, mais en tout cas très important, lui aussi historique, et que aujourd'hui encore les producteurs et certains utilisateurs de PFAS se battent contre l'interdiction de cette famille, au motif qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Enfin bon, il y a tout un argumentaire, on en rediscutera peut-être, mais voilà, en tout cas, c'est sûr que sur ta question de qu'est-ce qui a retardé la réglementation, en tout cas en Europe, c'est évident que quand on sait que dès les années 2000, aux États-Unis, l'EPA, donc les autorités administratives dédiées à l'environnement aux États-Unis, s'intéressent aux PFAS, en tout cas aux premiers PFAS, et demandent progressivement leur interdiction, et que nous, on découvre le truc en 2022, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu aussi une volonté de retarder, une volonté des industriels de retarder la réglementation en Europe. Lucie, toi tu habites justement la commune qui est concernée. Est-ce que tu peux nous raconter, suite aux révélations d'Envoyé spécial et d'Émilie, quelles ont été déjà les réactions des habitants et quelles ont été ensuite les réactions des élus et des institutions face à la révélation de ce scandale? Donc quand on habite la commune, donc ça a été quand on habite à proximité de ce site industriel, je pense que pour la plupart des gens ça a été un choc, une énorme surprise.
une sorte de coup de massue, en fait, parce qu'il y a des gens qui habitent là depuis toujours et qui tout à coup entendent parler pour la première fois de ces molécules chimiques et qui comprennent petit à petit. En fait, la compréhension, elle va aller un peu crescendo, on va dire, et l'inquiétude, du coup, va aller crescendo. C'est-à-dire qu'au début, on apprend que le sol est contaminé, puis de plus en plus, on va apprendre des révélations. Les œufs de poule sont contaminés. Puis après, on se met à faire des petits calculs. Alors, par exemple, moi, j'ai calculé que quand on donnait à consommer un œuf de poule pour un enfant qui pesait 20 kg, c'était lui donner 100 fois la dose recommandée en PFAS. Et puis, après, les gens, de façon plus récente, vont avoir fait et vont avoir payé eux-mêmes des prises de sang. Et donc là, quand on découvre qu'on a des PFAS dans le sang, l'inquiétude, elle est complètement confirmée. Et puis, on se pose des questions sur les maladies qu'on a, sur les maladies, les cancers qui sont dans notre voisinage. Donc voilà, ça, c'est pour ce qui se passe pour les riverains. Et puis, cette consternation, cette inquiétude, après, elle va faire place à la colère, parce que, comme tu dis, Émilie, surtout quand on se rend compte, quand on apprend qu'en fait, les industriels savaient, et que même, en fait, effectivement, les autorités savaient aussi. Donc ça met très en colère. Et donc, comment on réagit, effectivement, les autorités. Donc on sait effectivement, il y a eu un rapport de l'ANSES sur la contamination des PFAS dans l'eau qui date de 2011. Donc voilà, que s'est-il passé pendant 10 ans, comme tu dis, Émilie, pour qu'on découvre les choses, en tout cas on semble les découvrir en 2022. Donc assez rapidement quand même, il y a eu des arrêtés préfectoraux pour demander aux industriels en tout cas de nettement réduire leur rejet dans l'eau, et de fait, rapidement, les rejets de PFAS dans l'eau et dans l'eau du Rhône ont nettement diminué. Donc ça, d'un côté, c'est rassurant, et de l'autre côté, on se demande, mais pourquoi cela n'a pas été fait plus tôt ? Et puis, les services de l'État, globalement, enfin, de notre point de vue de riverain, en fait, ils ont une attitude assez ambiguë. Et il y a des exemples pour ça. Par exemple, l'exemple de tout ce qui s'est passé autour de l'extension de l'usine Daikin. Il y a eu une extension de l'usine Daikin après la révélation du scandale. Et là, ça a été une histoire à rebondissement que je ne vais pas détailler, qui s'est beaucoup jouée devant le tribunal administratif. Mais ce qui s'est passé au final, c'est que les services de l'État, la préfecture, donc, a contourné une décision du tribunal administratif qui demandait quelque chose de tout à fait légitime. Le tribunal administratif demandait à ce qu'il y ait une étude d'impact qui considère tous les polluants du site industriel. Et la préfecture a contourné cette décision du tribunal administratif pour quand même autoriser Daikin à faire son extension. Donc là, c'est vrai que là, on est un peu consterné. On se demande, mais en fait, qui l'État protège-t-il ? Et puis aussi, on peut parler de l'ARS qui, par exemple, sur les communes plus au sud de Lyon qui dépendaient du champ captant de Ternay, qui avaient une eau de boisson qui était contaminée par des PFAS au-delà de la norme de la directive européenne, l'ARS n'a pas énoncé de recommandation de non-consommation de cette eau, même si les taux étaient au-delà. Et donc, en fait, on a l'impression d'assister à ce que la journaliste du Monde, Stéphane Noël, appelle en fait un crime industriel facilité par l'État. Et d'une manière générale, en fait, ce que je trouve intéressant, ce qu'on a observé, c'est que la contamination des milieux, la contamination de l'environnement, elle est maintenant bien documentée. Il y a des arrêtés préfectoraux pour limiter les rejets, etc. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas du tout documenté, c'est la situation sanitaire. Là, du point de vue des riverains, il ne se passe rien. Les riverains exposés, les gens qui travaillent dans le site industriel, ils ont vraiment l'impression, mais ce n'est pas qu'une impression, que personne ne s'intéresse en fait à leur exposition et que personne ne s'intéresse à leur santé. Mais bon, je pense qu'on en reparlera peut-être plus en détail après. Et au niveau des politiques, justement, au niveau des politiques locales, quelles ont été les réactions des élus au niveau de la commune ou de la métropole de Lyon ? Il y a eu des réactions au niveau de la métropole de Lyon, notamment, qui a mis en place beaucoup de choses pour rendre l'eau de consommation conforme. Ça, c'était quand même la première urgence pour les communes qui étaient concernées. Voilà. Et puis après, il y a eu aussi plusieurs actions en justice menées. D'une part, il y a eu plusieurs actions en justice différentes, mais il y en a une
en gros par l'action en justice des maires et des communes, et puis il y a l'action en justice de la métropole de Lyon qui a obtenu en fait qu'il y ait un référé expertise qui soit fait, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une enquête qui est faite pour déterminer la responsabilité des industriels Arkema et Daikin, et si cette responsabilité est déterminée, eh bien ça va pouvoir ouvrir la porte au principe pollueur-payeur, parce qu'il va y avoir des coûts énormes à supporter face à ce scandale. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais sur les pouvoirs publics et sur le rôle de l'État. Déjà, la première chose à avoir en tête, c'est que quand on dit les services publics, enfin en tout cas l'État, a découvert la problématique des PFAS en 2022, c'est clair, c'est faux. C'est faux parce que 10 ans avant, on avait eu ce fameux rapport de l'ANSES, et d'ailleurs je le relisais pas plus tard que hier, enfin avant-hier, pour un autre sujet. Et en fait, dans ce rapport de 2011, qui s'appelle Campagne d'occurrence des per- et polyfluoroalkylés dans l'eau potable française, qui est un peu le rapport de référence, il y a déjà énormément de choses. Il y a déjà beaucoup de choses. Il y a déjà beaucoup de choses sur quelles sont les sources de contamination, sur les types de PFAS, leur métabolisation, comment ils se transforment, etc. Donc il y a déjà beaucoup de choses. Et donc, en 2011, l'État sait déjà ce que sont les PFAS. Et j'ai même eu la chance, moi, de rencontrer un scientifique qui est aujourd'hui décédé, Marc Babu, qui avait travaillé, lui, sur les PFAS dès 2009 et qui disait avoir alerté au plus haut niveau sur les PFAS. Après, on était en pleine crise des PCB, enfin, on venait de finir la crise des PCB, etc. Mais il y avait cette connaissance. Par contre, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il n'y avait pas de réglementation. Il n'y avait aucune réglementation. Et en 2022, quand certains services publics disent « nous, on découvre la problématique des PFAS », c'est probablement vrai parce que comme il n'y avait pas de réglementation, c'est pas redescendu, si vous voulez, c'est pas redescendu dans les services, dans les DREAL locales, dans les ARS. C'est quelque chose qui, ils ont tellement de choses tellement d'autres polluants, tellement de choses à regarder que s'il n'y a pas une réglementation sur laquelle s'appuyer, c'est compliqué. Et tu citais tout à l'heure l'exemple de Daikin. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais il y a aussi cette difficulté pour les pouvoirs préfectoraux, pour les pouvoirs locaux, qu'en l'absence de réglementation, sur quoi se base-t-il pour interdire une molécule ou pour interdire des rejets, etc. Donc on voit bien que depuis 2022, alors oui, ce qui a changé quand même en 2022, ça il faut quand même l'expliquer, c'était la perspective d'avoir cette norme dans l'eau potable, qui est pas une norme de potabilisation, qui est une norme de qualité. Donc les PFAS, ça donne une première base réglementaire à l'État pour agir, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Alors on peut regretter que ce soit tardif, pas assez fort, on reparlera peut-être tout à l'heure de la loi, mais en tout cas, dès 2023, il y a un plan national ministériel de surveillance des PFAS. Et aujourd'hui, on est l'un des pays européens où il y a le plus de données sur la présence de PFAS dans l'environnement. Ce qui, nous, journalistes, par exemple, nous donne des bases pour quand même travailler, faire des enquêtes, ce qui est, par exemple, beaucoup moins le cas en Italie ou en Angleterre. Donc, il y a quand même eu un switch en 2022-2023, et ce switch a été possible parce qu'il y avait une première réglementation. Alors après, on peut se dire, bah voilà, tant qu'ils ne réglementent pas, il n'y a pas de règle. Vous voyez ce que je veux dire, j'entends bien. Mais en tout cas, les pouvoirs locaux, si vous voulez, parce que tu citais l'ARS et l'ADREAL, ils ne peuvent pas agir comme ça s'il n'y a pas de réglementation. Donc c'est un process qui est compliqué et il ne faut pas l'oublier. Justement, suite aux révélations journalistiques et suite au travail de mobilisation citoyenne, il y a une loi qui a été votée en février 2025 pour interdire l'utilisation des PFAS dans les fardes de ski, dans les cosmétiques, dans les vêtements. Est-ce que cette loi aujourd'hui, est-ce qu'elle est suffisante ou est-ce qu'il y a des trous dans la raquette ? Alors, après, je laisserai répondre Lucie d'un point de vue citoyen. Cette loi, elle a le mérite d'avoir fait monter le sujet au niveau national. Elle a le mérite, à un moment donné, d'avoir mis le focus sur ces PFAS et d'avoir dit, voilà, l'Europe va trop lentement et nous, on a besoin d'action maintenant.
Elle a du coup secoué tout un tas d'industriels qui se sont mis en mouvement et qui ont actionné leur mécanique de lobbying. Et in fine, elle a été votée. Après, qu'est-ce qui a été voté? L'interdiction d'utilisation de PFAS dans certains secteurs qui, de toute façon, avaient quand même déjà fait le pas, c'est-à-dire que où il y avait une perspective européenne d'interdiction, ou qui y avait déjà, de toute façon, des secteurs qui avaient des solutions alternatives et qui avaient déjà, plus ou moins volontairement, fait le choix de ne plus utiliser de PFAS. Ça l'a marqué dans le marbre, mais en tout cas, ça n'a pas, on va dire, ça s'est pas attaqué à des secteurs, les secteurs compliqués, qui sont plutôt des secteurs industriels, en fait. Et l'autre chose, c'est que cette loi, elle donc, impose la surveillance des PFAS dans les rejets à queue. Et les trous dans la raquette, ils sont là. C'est-à-dire que c'est très bien, mais qu'en est-il de nos sols? Qu'en est-il de l'air? Qu'en est-il de toutes les autres matrices? Qu'en est-il du sang des riverains, etc. Donc c'est un premier jalon. Moi, ma crainte, c'était plutôt qu'on se dise, bah voilà, il y a une loi, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Or, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, c'est là où, oui, bien sûr, ça a amené les PFAS dans le débat, mais il ne faut pas se dire, parce que cette loi existe, c'est fini, on n'a plus de problème, quoi. Lucie, est-ce que tu souhaites réagir? Oui, ouais, tout à fait, je suis d'accord, Émilie. C'est-à-dire cette loi, nous, les associations, les collectifs, bien sûr qu'on s'est félicité et on l'a soutenue, mais bien sûr qu'elle ne suffit pas. Effectivement, ça ne concerne que quelques secteurs d'activité, et c'est loin de concerner tous les PFAS. Et à ce sujet-là, donc, on entend bien qu'il y a des usages essentiels pour les PFAS. Et très certainement, je ne doute pas qu'il y en ait, notamment pour tout ce qui est pacemaker, dispositifs médicaux, etc. Par contre, on entend beaucoup aussi cette phrase qu'on nous répète un peu comme une injonction à laquelle il faudrait adhérer à tout prix, à savoir les PFAS sont indispensables à la transition énergétique. Voilà, pour les batteries, etc. Et là, en fait, moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est un débat de société. En fait, il faut un débat de société autour de qu'est-ce que c'est qu'un usage essentiel des PFAS. Quel choix on est prêt à faire collectivement ou pas pour accepter de polluer nos environnements, nos corps avec ces molécules. Voilà. Et puis sur le principe pollueur-payeur, effectivement, ça concerne que certains industriels qui rejettent et pas tous. Et en fait, donc ils vont devoir payer 100 € pour 100 grammes de PFAS rejetés dans l'eau. Et on comprend bien que ça ne va pas peser bien lourd dans leur porte-monnaie. Et surtout, on comprend bien que ça ne va vraiment pas être à la hauteur des coûts générés, des coûts de dépollution et des coûts sanitaires. Parce qu'en parlant des coûts de pollution, aujourd'hui, ces coûts de pollution, c'est rien que pour dépolluer l'eau potable, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros pour la métropole de Lyon. C'est l'association Notre Affaire à tous estime que c'est 2 milliards pour dépolluer les sols à proximité justement des usines. Qui va payer en fait ces coûts aujourd'hui? Là, qui va payer pour les mesures qui ont été prises pour l'eau, notamment dans la métropole de Lyon, c'est les collectivités pour l'instant qui payent. Et donc ça va être les usagers, ça va se répercuter sur la facture d'eau des usagers. Sur les coûts de santé publique, on voit bien que ça va être la société qui va prendre ça en charge. Et là, les coûts sur la santé, ils sont chiffrés par le Conseil nordique des ministres à entre 50 et 80 milliards d'euros chaque année à l'échelle de l'Europe. Et encore, ce serait sous-estimé. Voilà. Donc là, on est dans un exemple parfait où en fait les profits sont privatisés, mais les coûts des dégâts sont mutualisés. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme ressource face à ce constat qui est quand même un peu déprimant? La ressource, elle va se jouer sur le plan du combat juridique devant les tribunaux. Comme je disais tout à l'heure, on attend beaucoup de ce référé expertise demandé par la métropole de Lyon, parce que si la responsabilité des industriels Arkema Daikin est établie, on va pouvoir vraiment s'engouffrer dans la brèche du principe pollueur-payeur et leur faire supporter ces coûts qui sont énormes, voire même pharaoniques. Et ensuite, ce qu'on comprend aussi rapidement, en fait, dès qu'on lit
c'est des enquêtes journalistiques beaucoup qui permettent de chiffrer ces coûts de dépollution. Et tout de suite, ce qu'on comprend, la conclusion qui vient, c'est que qu'est-ce qui coûterait le moins cher? Puisque l'argument économique prévaut, ce qui coûterait le moins cher, c'est d'arrêter tout de suite les PFAS. Et c'est pour ça que ce projet de restriction universelle à l'échelle de l'Europe, il faut absolument le soutenir, malgré ce qu'on sait, et on sait qu'il est vraiment attaqué de toutes parts par les lobbies. Justement, face à cette montée en pression de ce sujet de société, quelle est la réponse des lobbies industriels? Comment est-ce qu'ils font pour désamorcer justement les critiques à l'égard de l'usage des PFAS? La réponse, c'est la même qu'à chaque fois, c'est-à-dire c'est de créer un méta-récit ou un récit alternatif à ce que peut décrire Lucie et à ce que vivent les riverains, à savoir certains... toute une série d'arguments qu'ils réussissent à baser sur des études scientifiques ou payées par eux-mêmes, voilà. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, les PFAS sont nécessaires à la transition écologique. Les PFAS sont essentiels à plein d'autres domaines. Les PFAS, tous les PFAS ne sont pas toxiques. Il y a toute une catégorie de PFAS qui ne sont pas toxiques, etc., etc. Et ce discours-là, on voit bien qu'il imprègne la société. On le retrouve parfois dans les journaux, on l'entend, et ça c'est ce qu'on avait démontré, on l'entend directement dans la voix de nos politiques. J'ai en tête, quand on avait travaillé sur le débat à l'Assemblée nationale, un certain nombre d'arguments qui étaient repris mot à mot par l'ancien ministre de l'Industrie, par même les députés, et qui en fait étaient des éléments de langage fournis par les industriels. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais certains arguments qui en fait n'existaient pas. Donc voilà, c'est leur stratégie en fait, c'est de créer un discours, de monter les arguments, et puis de faire comme si, en fait, de les diffuser tellement largement que de manière à ce qu'on puisse plus les remonter jusqu'à eux. Donc du coup, ces arguments-là, ils sont aujourd'hui l'argument de la transition écologique. Vous allez l'entendre partout. Moi, mon travail et un peu le sens que je donne à tout ce qu'on fait sur les PFAS, c'est de dire... Pour pouvoir avoir ce débat, encore faut-il savoir. Et donc, il faut remettre, si vous voulez, la connaissance et la science indépendante au centre du débat pour que tout un chacun puisse se faire une opinion en sachant, oui, est-ce qu'on a besoin des PFAS pour faire la transition écologique? Oui, est-ce qu'on a besoin des PFAS dans nos poêles anti-adhésives? Oui, est-ce qu'on a besoin des PFAS dans nos fils dentaires? Donc voilà, cette question-là, ce n'est pas à nous, journalistes, d'y répondre. En revanche, d'amener les éléments factuels pour qu'on ait un vrai débat de société dessus, oui. Et donc, voilà, la mécanique des industriels, elle est de créer un discours et de le diffuser. Justement, pour faire monter ce débat, pour qu'il puisse advenir, je vais vous demander, en fait, Lucie, quels conseils vous donnerez à celles et ceux justement qui sont sur des territoires imprégnés de PFAS, en fait? Quelles leçons vous tirez de vos années de lutte et de mobilisation pour faire émerger ce débat? Alors déjà, c'est difficile de faire vraiment un bilan puisque la lutte n'est pas finie et elle est loin d'être finie. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de sujets encore sur lesquels il va falloir être présent. Donc, je peux en faire un petit résumé, mais en gros, il faut soutenir ce projet de restriction universelle au niveau de l'Europe. Et pour ça, il va y avoir bientôt une mobilisation organisée par l'EEB, le Bureau environnemental à Bruxelles, qui va réunir toutes les associations, tous les pays concernés par ces problématiques de PFAS à Bruxelles, début mars. On veut effectivement qu'il y ait ce débat de société et je pense que les citoyens, les riverains veulent participer à ce débat de société sur les usages essentiels des PFAS. Il y a aussi tout le combat devant la justice qui est loin d'être terminé. Et là, je pense à l'action en justice des 200 citoyens contre Arkema et Daikin qui va avoir lieu, là, auquel on peut encore rejoindre là, jusqu'au 1er mars.
Ensuite, il va falloir soutenir aussi et demander à ce qu'il y ait un plan santé, parce qu'on est quand même devant une situation complètement anormale, où aujourd'hui, c'est les gens qui déjà se payent leur propre prise de sang de PFAS, ce qui coûte assez cher, donc entre 85 € ou 135 € selon le nombre de PFAS qu'on fait doser. Après, ils arrivent devant leur médecin traitant qui ne sait pas quoi faire des résultats. Donc, il faut que cette situation-là, elle est pas tenable, elle peut pas s'éterniser. Donc, il faut qu'il y ait d'une part, prise en charge des prises de sang pour les personnes exposées, que ce ne soit pas elles de les payer. Et ensuite, il faut qu'il y ait des recommandations faites aux médecins qui suivent ces populations exposées pour comment on s'occupe, en fait, qu'est-ce qu'on fait comme suivi, comme prévention pour des gens qui sont particulièrement exposés au PFAS. Et moi, il y a quelque chose qui me rend, que je ne comprends pas, c'est qu'en France, on n'a rien, on n'a vraiment rien, on nous dit on ne sait pas. Et par contre, aux États-Unis, les académies américaines de médecine ont travaillé là-dessus et ont émis des recommandations pour les médecins qui suivent ces populations exposées au PFAS. Et ces recommandations, en fait, elles sont relativement simples. C'est de faire un interrogatoire pour rechercher les principales maladies, c'est de faire une prise de sang avec des prises de sang assez classiques et simples et peu coûteuses qui permettent de suivre correctement ces gens exposés au PFAS et de détecter les maladies éventuelles qui pourraient leur arriver. Voilà. Il faut aussi demander à ce qu'il y ait une étude de l'impact sanitaire, parce qu'aujourd'hui, l'état des lieux sanitaires, savoir est-ce que, oui ou non, il y a plus de maladies liées au PFAS dans la population du sud de Lyon, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas. Cette étude n'est pas faite. Et tant qu'il n'y a pas de chiffres, tant qu'il n'y a pas de données, quelque part, il n'y a pas de problème sanitaire. Donc ça, il faut pas lâcher là-dessus, il faut continuer de se mobiliser. Et donc sinon, quel conseil je donnerais ? Je donnerais le conseil de faire collectif, évidemment. Évidemment, parce que tout seul, on ne fait pas grand-chose. Faire collectif, ça me paraît essentiel. Et d'ailleurs, je salue dans la salle les camarades du collectif PFAS contre Terre, que je reconnais. Mais il n'y a pas que le collectif PFAS contre Terre. En fait, on est beaucoup d'associations sur le sud lyonnais. Je pense à Bien Vivre à Pierre-Bénite, à Osons l'Océan, et puis d'autres associations qui se mobilisent sur le sujet des PFAS. Et c'est essentiel pour pouvoir agir, c'est essentiel pour continuer cette lutte qui est loin d'être finie. Il faut que cette lutte, elle soit joyeuse, parce que voilà, il faut qu'on tienne le coup, il faut qu'on dure longtemps, et il faut aussi que cette lutte, elle soit déterminée. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose sur le volet sanitaire. Effectivement, d'un point de vue journalistique, le volet sanitaire, c'est le grand absent de ce scandale. Enfin, c'est-à-dire qu'on a presque... Alors, il y a évidemment une volonté des industriels, et ça, on a pu le lire dans les documents qu'on a obtenus, de cantonner le débat au volet environnemental. C'est évidemment... voilà, on va dire une bonne tactique, puisque du coup, on sait aujourd'hui que c'est extrêmement difficile de mobiliser ou d'intéresser les gens sur des sujets purement environnementaux. Mais il y a aussi un trou dans la raquette, comme tu disais tout à l'heure, au niveau de l'État. C'est-à-dire que, alors oui, on va nous répondre qu'il y a l'étude Alban qui est en cours je pense qu'ils ont déjà fait les prélèvements, enfin qui est en cours, qui est pilotée par Santé publique France et qui est une campagne qui va mesurer, on va dire, l'imprégnation générale de la population française au PFAS et qui fait suite à celle de 2019 Esteban. Donc l'idée c'était de faire un follow-up en fait de cette première étude de 2019. Donc ça c'est évidemment c'est bien, mais par contre c'est sûr que c'est pas suffisant. Ce qui se passe dans les bassins de pollution d'un point de vue sanitaire n'est pas suffisant. On le voit bien, alors nous on a le cas du sud lyonnais, mais dans les autres endroits où il y a des pollutions au PFAS importantes, Rumi, les Ardennes, il y a des cas en Bretagne aussi, il n'y a aucune prise en compte de l'aspect sanitaire. Et effectivement, je suis d'accord que c'est un peu le sujet sur lequel il va falloir travailler à l'avenir, et en tout cas, nous journalistes poser de plus en plus de questions. C'est que peut-être qu'on n'a pas toutes les réponses à l'impact et au mécanisme des PFAS dans le sang, mais en tout cas, attendre d'avoir les réponses pour
faire des prélèvements sanguins et pour suivre les gens, ça me paraît pas non plus être pertinent. Donc voilà, c'est sûr que quelqu'un qui a aujourd'hui 300 microgrammes de PFAS dans le sang, on ne sait pas trop quoi lui dire, parce que oui, c'est beaucoup, et en même temps, on peut pas être sûr que ça déclenche certains risques, etc. Mais en même temps, si on documente pas et si on commence pas à s'intéresser aux gens qui ont potentiellement plus de PFAS dans le sang, ça me paraît compliqué d'avancer. Voilà. Merci à tous les deux pour vos réponses. On arrive presque à la moitié du temps qui nous est imparti. On va donc procéder maintenant aux questions de la salle. S'il y a des gens qui ont des questions, on va commencer à faire circuler des micros pour pouvoir les prendre. Merci pour votre exposé. Moi, j'ai un commentaire et une question ensuite. Le commentaire, vous avez, Lucie, rappelé le rôle, la responsabilité des industriels, ou même tous les trois, vous les rappelez. Mais ces produits ne sont fabriqués que parce que, in fine, nous les achetons. Et donc, nous, en tant que consommateurs et citoyens, nous sommes partie prenante de cela. Nous avons, la plupart d'entre nous, à utiliser, ou à chez lui, ou a eu, notamment les poêles que vous avez, anti-adhésifs que vous avez cités. Nous les avons utilisés. Nous avons peut-être un peu fermé les yeux. Nous les voyons, ces poêles se dégrader. Bon, alors, on est nombreux à les avoir abandonnés, mais alors, j'en arrive à ma question. Ces produits, ces PFAS, est-ce que vous pourriez nous rappeler dans quelles applications ils vont majoritairement? Vous avez cité les batteries, vous avez cité le pacemaker ou le fil dentaire, dans lesquels ça va majoritairement en tonnes. Et est-ce que ce tonnage, aujourd'hui, depuis 2-3 ans, notamment à Pierre-Bénite, il est stable ou en décroissance ou en croissance? D'abord, sur le rôle des consommateurs, j'émettrai quand même une petite nuance, c'est que en fait, le consommateur ne sait pas où il y a des PFAS. Et la problématique, elle est là. C'est-à-dire que oui, peut-être, mais enfin, sans PFAS, on n'a plus d'ordinateur, on n'a plus d'avion, on n'a plus de voiture, on n'a plus de... Alors, poêle, certes, anti-adhésive, mais il y en a tellement partout que, en fait, aujourd'hui, et c'est bien là que le débat doit avoir lieu, aujourd'hui, renoncer aux PFAS, c'est renoncer au monde tel qu'on le connaît. C'est renoncer au confort tel qu'on le connaît. C'est pas juste dire on enlève les PFAS. Enfin, il y en a tellement partout que voilà, c'est pas juste dans les imperméables, c'est dans les pesticides, c'est dans les détergents, c'est dans les peintures, c'est dans le fil dentaire, c'est dans les médicaments. C'est alors beaucoup d'usages industriels, parce que tous les tuyaux, toutes les installations qui vont servir dans le nucléaire, par exemple, ou dans les industries à hydrogène, ce sont des PFAS. Donc voilà, le pas en arrière, il n'est pas non plus simple. On ne peut pas dire demain on arrête tout et basta et on redevient des hommes des cavernes. C'est pas vrai non plus. Il faut... voilà, ne serait-ce que les médicaments, tu l'as évoqué plus tôt. Est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'elles sont viables ou pas viables? Alors, ce qui est sûr, c'est que on avait fait ce travail-là avec le Forever Lobbying Project, c'est que dans la majorité des usages, il y a des alternatives et que les industriels ont pris 20 ans de retard dans la recherche de ces alternatives. Parce que les industriels, tant qu'on leur dit pas attention, les PFAS, stop, il va falloir chercher des alternatives, et ben ils les cherchent pas ou moins, moins motivés. Donc là-dessus, on a évidemment, si dès les années 50, quand Dupont invente les PFAS et que s'ils avaient dit « oulala, c'est catastrophique, on va tout de suite chercher les alternatives », on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, on est d'accord. Mais aujourd'hui, des PFAS, il y en a partout. Et je trouve que faire reposer uniquement la question sur les consommateurs, c'est pas si simple que ça, parce que vous allez faire quoi? Vous allez arrêter vos médicaments? Enfin, c'est pas envisageable. Après, sur les tonnages, alors j'ai pas les chiffres en tête. Il est clair que ici à Lyon, la plateforme chimique a diminué ses rejets de 99%. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi ils l'ont pas fait avant? Parce qu'ils n'étaient pas obligés. Donc voilà. Et puis aussi parce que notamment Arkema a arrêté l'utilisation du PFAS qui l'émettait le plus, le 6 de FTS. Ils ont changé, ils ont trouvé une technologie sans PFAS. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant non plus? Ils vous répondront que c'est parce que ça prend du temps de chercher des alternatives. Après,
En revanche, j'ai plus les chiffres en tête, mais au niveau mondial, l'utilisation des PFAS, elle est loin de décroître. Ça, c'est évident, et notamment parce que ils sont un peu la pierre angulaire de la transition écologique, mais pas que, et que donc on n'assiste pas du tout à une diminution de l'utilisation des PFAS, plutôt l'inverse. Alors, en revanche, il y a un changement dans les générations et dans les familles de PFAS qui sont utilisées. Oui, moi c'est pareil, je ne connais pas exactement comment se répartissent les utilisations des PFAS, mais c'est sûr qu'on nous dit beaucoup, voilà, les batteries au lithium, pour les voitures électriques, pour la transition énergétique, l'industrie du numérique aussi, donc tout ça, on voit bien que c'est des secteurs voilà, qui sont en pleine expansion. Ah oui, les pesticides, merci. Merci de ne pas oublier les pesticides, très important. Vous avez tout à fait raison. Et donc, effectivement, faut se méfier de tout ce qui va... Parce que ça y est, on entend déjà la petite musique assez commode qui disent « Ah, mais en fait, les PFAS, c'est un problème de comportement individuel. » Donc, bien sûr, c'est une super bonne idée de jeter vos vieilles poêles en téflon. Mais par contre, tout faire porter sur la responsabilité individuelle, c'est clairement pas la solution, parce qu'on comprend bien qu'en fait, il y a eu des choix qui ont été faits de façon non concertée par les citoyens, et en fait, là, on arrive à un moment où il va falloir faire des choix démocratiques sur qu'est-ce qu'on garde pas comme usage des PFAS essentiels, comme je disais déjà. Après, je ferai aussi la différence, c'est vrai, entre d'un côté... Les rejets diminuent, ça c'est bien. Par contre, le produit fini qui sort de ces usines, le produit fini qui sort de l'usine Arkema, qui s'appelle le PVDF, ça c'est toujours un PFAS. Et ça aussi, il faut bien se méfier, parce que les industriels ont tendance à dire on a arrêté les PFAS. Mais en fait, non, ils ont arrêté d'utiliser un PFAS, d'accord, dans leur processus. Très bien. Mais par contre, le produit fini qui sort de leur usine, le PVDF, c'est toujours un PFAS. Et ce qu'ils appellent, eux, un produit fini, moi j'ai tendance à dire, tôt ou tard, c'est un rejet, en fait. Tôt ou tard, c'est un rejet parce que ça va se retrouver dans tout un tas de produits de consommation dont on sait très bien que pour l'instant, la fin de vie de ces produits de consommation, elle n'est pas du tout réglée, elle n'est pas du tout sécurisée. Quand on jette nos vieilles poêles Tefal, il n'y a pas un circuit à part parce que c'est des PFAS pour que ce soit incinéré à une température beaucoup plus haute pour détruire ces PFAS. Non. D'accord ? Donc en fait, même ces produits finis, tôt ou tard, je pense qu'on peut considérer que tôt ou tard, c'est des rejets. Et puis ce que j'avais... Oui, voilà ce que j'avais envie de dire. Je préciserai, parce que je suis devant un public averti, mais ce que tu décris là, c'est précisément là-dessus que joue l'industrie, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie de PFAS qui s'appelle les fluoropolymères, qui sont en fait des PFAS plastiques, qui sont le téflon, le PVDF, etc. Et tout l'argumentaire de l'industrie, c'est de dire, mais ces PFAS-là sont une catégorie à part, et ces PFAS-là ne posent pas de problème, puisque maintenant, on n'a plus besoin d'utiliser d'autres PFAS pour fabriquer ces fameux fluoropolymères. Et nous, tout le travail qu'on a fait dans le cadre du Forever Lobbying Project, c'est de démonter cet argumentaire. C'est que bien sûr que les fluoropolymères posent un problème, tu l'as dit, évidemment en fin de cycle. En fait, c'est tout le cycle de production des fluoropolymères qu'il faut reprendre. Il faut dézoomer. C'est pas juste le fluoropolymère en tant que tel qui, en plus, on est en train de se rendre compte que bien sûr que peut se dégrader, peut former des micro-particules de PVDF, etc. Mais bien dézoomer et de se dire voilà, c'est tout le cycle qui pose problème. C'est ce qu'on a démontré avec notre projet, et c'est la musique qu'on entend très régulièrement en disant mais voilà, tous ces PFAS qu'on utilise dans la transition écologique, etc., ne posent pas de problème. C'est pas vrai. Et puis il y a aussi toute une catégorie de PFAS que en fait on ne connaît pas et que donc on n'est pas capable de chercher. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de la chimie PFAS et des émissions qui vont être faites. Par exemple, quand on fabrique du PVDF sans ajouter de PFAS dedans, qu'est-ce qu'on émet à côté pour peut-être du TFA, etc. Tout un tas d'autres PFAS, d'autres ce qu'on appelle des byproducts qu'on ne connaît pas et qu'on n'est pas capable de rechercher parce qu'on ne les connaît pas. Merci. On va prendre la question suivante. J'entends rien. Qu'est-ce qu'elle dit ? On vous entend et on pourra la répéter pour les gens du fond. Rien entendu.
Je vais parler fort. C'était un petit peu là-dessus, c'est qu'en 2020, j'ai vu le film Darkwater. J'espère que beaucoup de gens l'ont vu et qui était hyper choquant, en fait. Donc, c'est ce que vous disiez qu'aux États-Unis, c'est connu depuis plus longtemps. Et en fait, le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est sur l'usine du pont de Nemours qui a caché les données de ses rejets de PFAS, mais qu'elle faisait en pleine nature depuis des années, avec une région où il y a eu une tonne de cancer et qui a été vue d'abord chez les animaux, et un avocat qui s'est chargé du cas alors qu'il ne l'avait pas prévu au départ et qui a passé sa vie et sa carrière. Et Dupont de Nemours a été accusé, mais du coup, dans mon souvenir, à ce moment-là, la publicité de Tefal, c'était de dire que justement ces produits, c'était du produit fini et qu'il n'y avait aucun risque à manger dans des poêles en Tefal. Et pour le consommateur, il y a toujours cette question, est-ce que ce qu'il faut, c'est juste réguler les émissions de byproducts et d'intermédiaires toxiques et d'éviter de manger quand les poêles sont abîmés ou les autres produits de dégradation en dehors des poêles, ou est-ce que de toute façon tout produit, même fini, même stabilisé, est dangereux? Et effectivement, la question de si Dupont de Nemours le savait depuis les années 80 et que les gens ont vu ce film en 2020, il ne s'est rien passé en 2020, quoi, au niveau français. Voilà. Non, mais on est en crise sanitaire. Alors, du coup, oui, j'ai vu le film Dark Waters et je vous invite, du coup, je fais un peu mon autopromo, mais à regarder mon complément d'enquête sur les PFAS et donc notamment sur l'entreprise Tefal. C'est difficile de répondre à cette question journalistiquement. Moi, ce que je peux dire, c'est aujourd'hui, sur le téflon, il faut dézoomer et regarder. Ne pas juste se dire est-ce que c'est problématique quand il y a du téflon dans ma poêle, et il n'y en a pas que dans les poêles Tefal, hein. Il y en a dans toutes les poêles anti-adhésives. Donc la question aujourd'hui, c'est de dézoomer le débat, c'est-à-dire que la problématique, elle n'est pas uniquement du téflon dans la poêle, elle est due comment on fabrique le téflon. Quels sont les industriels qui fabriquent le téflon aujourd'hui, comment ils le fabriquent, qu'est-ce que ça émet, c'est quoi la fin de cycle, etc. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il faut prendre un peu de hauteur. En pratique, pour les gens qui, chez eux, ont encore ça. Mais c'est pas à moi de répondre à cette question. C'est-à-dire que... Oui, voilà. Non, mais en pratique, bienvenue dans l'ère de la poêle en inox, non? Bah oui, c'est ça, exactement. Puis il y a longtemps. Sur cette question précise. On va prendre la question suivante. Oui, d'abord, un grand merci pour votre intervention qui est quand même de qualité, qui quand même peut éclairer pas mal de gens. Et Émilie, vous avez dit quelque chose de très subjectif. Quand il y a du fluor, il faut se poser des questions. Et c'est votre entrée dans l'investigation. Et je pense qu'il faut que tout le monde sache lire des étiquettes de ce qu'il achète, que ça soit alimentaire ou pas. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a fait une loi, certes, mais avec des dérogations. Il faut toujours penser aux dérogations. C'est tellement important. Dérogations sur quoi? Sur les produits ménagers. Air fryer, on en a fait de la publicité, on continue à en faire de la publicité. Pur Tefal. Hein? Seb, pur Tefal. Bon, on a quand même des entreprises qui sont significatives dans notre secteur régional et pour lequel il faut s'interroger. Et effectivement, le complément d'enquête sur Tefal, j'ai travaillé à Rumilly, donc je connaissais un petit peu des choses, mais il ne fallait pas que j'en parle. J'étais prof, il ne faut surtout pas parler des problèmes à Rumilly quand on est prof. Hein. Donc, si vous voulez, on est et là. Donc, les dérogations, c'est les produits ménagers, c'est les produits inifugés. Or, les pauvres pompiers, eux, sont concernés en permanence. Et on a enlevé la dérogation sur l'utilisation des produits utilisés lors des incendies, si vous voulez, ils ne sont pas du tout protégés. Et quand il y a eu quand il y a eu à Rouen le Lubrizol, on a eu une multitude de PFAS qui sont partis dans la Seine, bien sûr, et bien entendu dans l'océan. Donc, si vous voulez, on est dans une contamination croisée permanente
Donc, se réfléchir ensemble. Moi, je fais partie du collectif lyonnais qui a rassemblé l'ensemble des riverains qui se sont bougés. Merci aux associations qui ont fait l'effort de partir dans ce domaine. Et je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à soutenir. La métropole de Lyon, je dois dire, a fait quand même beaucoup d'efforts qu'on n'avait pas forcément l'occasion de voir dans d'autres situations. Merci. Merci pour votre témoignage et vos remarques. Est-ce que vous souhaitez y réagir ? Ce n'était pas particulièrement une question, effectivement. Est-ce qu'on aurait d'autres questions ? Il y a beaucoup de questions. Oui, bonjour à tous. Et Peut-être vraiment, couper. grand merci sur cette... Oui, donc bonjour à tous et merci beaucoup pour votre intervention. J'aimerais savoir, en dehors de Lyon, quels sont les points sensibles du territoire français. Est-ce qu'il y a Lyon, parce que c'est un spot énorme de la chimie, ou est-ce qu'il y a d'autres points en France, métropolitaine ou outre-mer, qui sont fortement contaminés? Alors, c'est ça, me dit mon collègue, tu peux teaser tes relations. Je vous invite à regarder la presse la semaine prochaine, puisqu'on prévoit de nouvelles révélations, et sur France 3 et sur Disclose. Blague à part, en fait, ce qu'on appelle les hotspots de contamination, il y a nous, parce qu'on est le premier, et qu'on est peut-être le plus abouti en termes de prélèvements et de choses qui ont été mises en place, que ce soit par les associations, par les pouvoirs publics, voilà, on a une connaissance maintenant, on va dire, plus fine de la problématique, mais il y a évidemment d'autres hotspots en France, et surtout qui sont appelés à se multiplier. Alors, on ne met plus le même focus médiatique sur les nouvelles révélations et sur les nouveaux hotspots comme on le faisait à un moment donné, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y en a un peu partout. Donc de mémoire comme ça, il y a évidemment, on en a parlé, Rumilly, il y a les Ardennes, il y a les Vosges, Marseille. Paris, il y a l'Ardèche, ça fuse de tous les côtés. Il y a la Bretagne, il y a des cas en Bretagne. Il y a le Gard, bien sûr, avec Salindre et le TFA. Donc en fait, plus la surveillance, donc vous savez probablement que aujourd'hui la surveillance des PFAS dans le potable est donc devenue c'est réglementaire, et que en 2026, là, alors j'ai pas les chiffres de ce mois-ci, mais en janvier 2026, on avait fait que, je crois que c'était 30% du réseau d'eau potable en France qui avait été en réalité surveillé. Ça prend du temps, ça coûte cher, nanana. Donc, vous vous rendez bien compte que plus on va chercher, plus on va en trouver. Hein. C'est évident. Et que des fois, c'est des tout petits hotspots avec un point de captage dans un petit village et 30 personnes d'impactés. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'il y a eu... de l'épandage, une source en particulier, des mousses anti-incendie, etc. Et puis des fois, on a un gros bassin de population. J'ai oublié le Haut-Rhin d'ailleurs, parce que ça me fait penser. C'est lié à l'aéroport de Bâle et à l'utilisation de mousses anti-incendie. Donc voilà, donc en fait, les hotspots, ça va faire un petit peu à chaque fois qu'on va aller chercher dans l'eau potable. Ce qu'il faut juste dire, c'est que pour moi, le problème, il est un petit peu là. C'est-à-dire qu'en ce moment, on fait un gros focus sur l'eau potable par rapport à cette réglementation. Donc, on va se dire, là, il y a un hotspot de contamination parce qu'il y en a dans l'eau potable. Mais il y a des hotspots de contamination qui ne sont pas liés à l'eau potable. Et ça reste un vecteur de contamination. Merci pour ta réponse. On va prendre la question suivante. Merci. Je suis Edith Oresta et je suis membre du réseau Environnement Santé de Génération Future et d'une coordination qui regroupe une dizaine d'associations dans le Nord, ce que j'appelle le Nord Chimie. Alors je connais très bien parce que je travaille avec l'Interorga sur PFAS, mais nous avons aussi nos jolies choses. Et ce ne sont pas forcément des entreprises qui fabriquent des PFAS, mais qui relaguent des PFAS. Les batteries dont vous parlez, on a des usines d'incinération et du coup on se retrouve avec PFAS dans l'air, PFAS dans la terre. Donc en fait, dans tout ce que vous avez dit, et c'est tout à fait intéressant, je me permets, parce que je suis depuis 30 ans sur des questions de santé publique et de santé environnement,
tout ce que je lis dans ces interrogations et ces problématiques, c'est effectivement l'absence de formation et d'information et de culture sur la santé environnementale. Ça va des élus locaux, ça va des services d'État qui sont en tuyau d'orgue. Vous avez l'ARS et puis vous avez la préfecture. Et du coup, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'environnement et qu'est-ce qui est de l'ordre de la santé? On se court toujours après. Puis je me permets aussi de dire que nous sommes intéressés à l'ensemble des pollutions et des problématiques chimiques sur la santé, les cancers, etc. Donc il y a évidemment les métabolites de pesticides. Donc il y a aussi, c'est intéressant. J'en avais parlé d'ailleurs avec Émilie Rousseau quand elle m'a téléphoné après le scandale de jeudi. Moi, je me refuse quelque part, et je suis contente qu'il y ait des gens qui s'en occupent, de polariser sur les PFAS. C'est bien, c'est formidable parce que ça soulève des questions et que ça marque parce que ce sont des polluants éternels. Et c'est bien parce que tous les combats qu'on mène depuis des années sur les plastiques, donc études Esteban et autres, tous les combats qu'on mène sur les autres problématiques chimiques sont en bas régime, si vous voulez. Donc c'est bien qu'il y ait un focus parce que c'est la même chose, on parle de la même chose. Ce que tu dis, Lucie, sur la nécessité d'un débat citoyen, d'un débat, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment qu'on continue à nous bousiller notre santé et celle de nos enfants au profit de l'économie, ou est-ce qu'on veut pas ça? Et ça concerne absolument, effectivement, toute la question de la santé environnementale. Donc ça, vraiment, je pense que c'est fondamental. Et puis, je me permets de témoigner parce que je suis en lien avec les Mameno PFAS italiennes, on les a fait venir pour Lyon, pour la manifestation, et on voit les combats sont très différents. Dans la mesure où la santé en Italie est régionalisée, on n'est pas du tout dans le centralisme jacobin de la France, elles sont de la Vénétie. Et elles ont bougé en Vénétie. Et elles ont bougé avec leur région. Et elles ont bougé au point de gagner le procès contre la Miteni, une industrie qui a pollué toute la vallée. Elles ont, alors évidemment, il va y avoir des recours, mais c'est un procès historique et unique, où les responsables, les 11 responsables ont été punis de 140 années de prison et des millions qui vont être normalement donnés à la région et aux malades. Elles ont obtenu, mais elles ont obtenu comme citoyennes, toutes seules, elles étaient 10. Elles sont plus de 5000. Donc on voit comment il est important, non pas de culpabiliser parce que je bouffe dans une poêle Tefal, mais de se bouger ensemble pour que les élus, pour que le gouvernement, pour que les politiques prennent en compte ça. Voilà, merci. C'est pas une question, mais c'est, il me semble que c'était important de compléter, évidemment. Ouais. Merci Edith. Merci pour ton témoignage et effectivement, merci d'avoir parlé des Mameno PFAS parce que c'est un super exemple pour nous. Juste, je voudrais préciser pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la grande différence entre les Mameno PFAS et ici, puisque moi aussi je suis allée les voir au début, etc., et ben, c'est qu'elles avaient des résultats sanguins, qu'elles ont affichés sur leur t-shirt. Et que donc elles ont pu aller voir, elles sont allées partout, elles sont montées à Rome, elles sont allées voir toutes les instances et elles avaient ce chiffre sur ce t-shirt, et ce chiffre sur ce t-shirt, ça représentait ça représentait le taux de PFAS dans le sang de leurs enfants. Ouais. Ah ben bien sûr, on est d'accord. Mais ensuite, les autorités régionales ont lancé une grande campagne et du coup maintenant elles sont très nombreuses. Et c'est ça qui a permis, si vous voulez, c'est là où je vous disais tout à l'heure, volet environnemental, volet sanitaire, comment on fait le lien entre les deux, comment est-ce que certains ont stratégiquement intérêt, est-ce que ça reste dans le carcan environnemental, enfin voilà, c'était pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Merci Bonjour. beaucoup pour votre témoignage. Question suivante. C'est bon ? Vas-y. Bonjour, merci beaucoup en effet pour votre prestation très claire et très pertinente. Moi, je me posais la question, alors ça a été, les questions que je me posais ont été un petit peu répondues sur les interventions précédentes,
Mais de façon beaucoup plus générale et vitale, je me disais qu'on parle de PFAS, donc on parle d'eau, ce que l'on boit et ce qui nous permet de vivre. Et j'ai reçu hier justement, ou avant-hier, sur le service public, là, un outil pour consulter la qualité de l'eau du robinet dans notre commune. Ça vient de sortir, hein, c'est le 19 février, donc tout le monde peut consulter. C'est très bien fait, avec une petite carte, vous allez jusqu'à votre commune. Et je me posais la question, on est souvent tous à utiliser ou des filtres ou des... Enfin, il y a des tas de choses qui existent aujourd'hui pour se dire qu'on peut boire en toute confiance notre eau ou pas. Et là, je me disais dans quelle mesure je peux faire confiance justement. Donc c'est l'ARS qui vient de sortir ça. Dans quelle mesure je peux faire confiance quand je prends de l'eau du robinet qui nous coûte de plus en plus cher. Voilà. À quel moment je me dis ok, j'y vais, je la bois, j'ai aucune inquiétude. Ok. Ok, merci. Oui, alors ma question, c'était à la fois une remarque et une question, c'était d'abord sur la responsabilité des entreprises économiques, où on se rend compte qu'effectivement, il ne faut plus compter dessus à l'heure actuelle. Et cela amène d'ailleurs, par rapport à leur lobbying, cela amène parce que vous parlez beaucoup des collectivités locales, vous parlez beaucoup des pouvoirs publics, on se rend compte qu'ils sont assez inefficaces, mais que justement on est dans ce refus en disant il ne faut pas stigmatiser, finalement on n'ose pas non plus. Alors vous avez osé par rapport au PFAS, mais moi je vois par exemple par rapport à l'agriculture, on est en zone rurale, dans le Rouennais, et quand on parle des pesticides, qu'on essaye d'amener un débat, chaque fois le débat sur les pesticides, c'est « Ah oui, mais les agriculteurs ne savent pas ce qu'ils font, les pauvres, les conventionnels, ils font ce qu'ils peuvent, etc. » Non. Moi, je peux vous dire qu'il y a un paquet d'agriculteurs qui savent ce qu'ils font quand ils utilisent les pesticides. Et que quand les voisins viennent leur dire « Viens pas trop près de chez moi, t'as qu'à pas habiter là. » Enfin, je veux dire, alors voilà, à un moment donné, il faut peut-être aussi voir comment on peut amener... Alors nous, on est en train d'y réfléchir, voir comment on peut travailler sur le lien entre alimentation et santé, sur le Rouennais. Mais c'est comment, à un moment donné, on amène un débat sans stigmatiser, mais où il n'y ait pas d'échappatoire possible. Et puis, ma deuxième question, ce qui est plutôt une question, c'était parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui comment on réagit, mais est-ce qu'il y a, parce que la réponse souvent, c'est on ne peut pas faire autrement, ce que vous avez dit, c'est notre société, elle est basée sur les PFAS aujourd'hui. Est-ce qu'il y a dans la recherche fondamentale, dans la recherche indépendante, est-ce qu'il y a aujourd'hui des projets de recherche pour justement trouver des alternatives et peut-être d'autres modèles de production et de fabrication? Si je veux commencer à répondre sur la question, oui, sur effectivement les sites internet qui permettent de regarder pour chaque commune la qualité de l'eau. Donc effectivement, il y a le site fait par Génération Future, Source Commune, qui est très bien, et celui qui a été mis en ligne par les pouvoirs publics, je crois que c'est le ministère de la Transition écologique. J'ai été le voir, effectivement, il y a beaucoup de données, mais moi, je ne le trouve pas si bien que ça, en fait, parce que c'est des données brutes, et on n'a pas de seuil de référence. Donc pour le lire, franchement, il faut être un peu averti. C'est l'impression que ça m'a donné. Et après, sur la confiance qu'on peut avoir dans notre eau potable, moi, personnellement, donc à Oulin, l'eau qui est desservie, qui vient d'un champ captant plus au nord, elle est, pour moi, elle est bonne et j'ai pas de problème à boire l'eau du robinet. Donc, je pense que les collectivités locales, globalement, elles se mobilisent sur le sujet de l'eau et qu'elles font bien leur boulot. Par contre, effectivement, il y a ce nouveau polluant, le TFA, et depuis qu'il y a le TFA qui est apparu, donc c'est ce petit PFAS, soi-disant, qui n'est pas bioaccumulable, mais en fait, il est en grande quantité partout, et donc les journalistes ont montré qu'il contaminait l'eau du robinet d'une grande part du territoire en France, et ce TFA-là, j'avoue que je ne sais pas, et je ne sais pas si on a vraiment des réponses. Moi, je voudrais juste ajouter, déjà, petit 1, des PFAS, il y en a dans l'eau en bouteille aussi. Il y en a dans les sodas, il y en a dans la bière, il y en a dans le vin. Donc la confiance, en fait, il y a des seuils. Aujourd'hui, il y a un seuil, il est de 100 nanogrammes. Au-dessus du seuil,
alors c'est encore une fois, c'est pas un seuil de potabilité, c'est un seuil de qualité. Donc au-dessus de ce seuil, les pouvoirs publics agissent. En dessous, ils n'agissent pas, mais vous allez boire de l'eau en bouteille, et dans l'eau en bouteille, il y a aussi des PFAS, et vous ne connaîtrez pas le taux de PFAS dans votre eau en bouteille. Donc voilà. Après, en termes de filtration, les seuls filtres qui sont vraiment, seule technologie qui est réellement efficace contre tous les PFAS et aussi contre le TFA, c'est l'osmose inversée. Le problème, c'est qu'elle est très énergivore et voilà, donc c'est malheureusement peu de lueur d'espoir dans ce que je dis, mais voilà, et ne pas oublier que en fait, selon l'endroit où on habite et selon ce qu'on consomme, c'est pas forcément l'eau qui est la plus contaminante, quoi, qui est le principal vecteur de contamination. Et monsieur, sur l'histoire de la responsabilité des entreprises, en fait, on comprend tout à fait la question parce que la menace qui peut se produire et à laquelle il convient donc de ne pas céder, c'est la menace du chantage à l'emploi pour les industriels concernés, clairement. Et à ce titre, les syndicats, la CGT a écrit une lettre ouverte au ministre sur le sujet des PFAS, qui est très intéressante à lire, parce qu'il montre bien le dilemme terrible entre d'un côté la menace sur la santé qui est une mort physique et d'un autre côté la menace sur l'emploi qui correspond à une mort sociale. Voilà. Et donc en fait, ce qu'il faut demander, ce qu'il faut réclamer, c'est une industrie de la chimie responsable, propre. Voilà. Je ne sais pas si... Bonjour. Excusez-moi, rapidement, je suis Fleur Breteau, je suis la porte-parole du collectif Cancer Colère. Je voulais vous remercier d'abord parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je trouve que aujourd'hui, ce qui est hallucinant, c'est que ce sont les personnes qui sont touchées par la violence chimique qui doivent se mettre en collectif et réclamer justice pour l'intérêt général. Et je trouve que c'est très grave d'en arriver là, c'est très puissant et très joyeux, mais ça montre quand même que les pouvoirs publics sont en faillite complète sur la prévention, sur le principe de précaution, et ce n'est pas aux consommateurs de faire Bac+10 en physique, chimie et en biologie pour savoir ce qu'on doit manger, ce qu'on doit boire et quoi donner à manger et de quoi se vêtir à nos enfants. Ça n'est pas une démocratie, c'est indigne de nos responsables, que ce soit dans le gouvernement ou tout type de pouvoir public et les fabricants des lois. Donc ça, c'est très important de rappeler qui sont les responsables de ces problèmes. On ne peut pas attendre que les industriels s'auto-réglementent, ça ne marchera pas. Donc cette violence chimique, elle nous fait du mal, que ce soit les PFAS. Donc moi, c'est pas forcément un Cancer Colère, on n'est pas encore complètement au fait sur les PFAS et on en a très envie. Et j'ai entendu qu'il y avait une interorga PFAS, ça nous intéresse. Nous, on est là vraiment pour dire, et je rebondis sur ce que disait monsieur sur les pesticides, nous sommes l'intérêt général. Le Conseil national de l'Ordre des médecins a dit le 30 juillet dernier qu'on ne pouvait plus avoir de doute sur les produits chimiques. Il fallait écouter les alertes des scientifiques. Donc, on n'a pas consenti à cette violence chimique. On ne nous a pas dit, alors, voilà ce qui va vous arriver. On va mettre des PFAS dans les pacemakers, les fils dentaires, les poêles à frire et les avions. Et vous allez prendre un risque grandissant de maladie. Enfin, moi, on ne m'a pas demandé. Les risques aujourd'hui sont tels pour la santé publique qu'en plus, on nous demande de payer pour les décontaminations de l'eau, pour la santé publique, pour la décontamination des sols. Et on arrive à une situation qui pose un gros problème de déontologie démocratique. Et c'est en ça qu'on est dans une situation où si les citoyennes et les citoyens ne s'emparent pas du sujet, si on ne politise pas l'alimentation, si on ne politise pas la maladie, le cancer, si on ne politise pas nos peurs, et ben en fait on va pas y arriver, on va leur laisser toute la place. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de se mettre en collectif parce que ça nous redonne une puissance citoyenne. Et ces ministres, ces députés, ils sont nos représentants, ils ont des comptes à nous rendre. Et c'est ce qu'on est en train de leur demander. Parce que se positionner, être très clair quand on est élu ou représentant de la République, être très clair sur la santé publique, sur les pesticides. Et quand on parle d'alternatives, c'est hyper intéressant. Parce que c'est pareil dans l'agriculture, il y a des alternatives qui existent, mais quand on écoute Laurent Duplon, il n'en parle jamais, ou Agnès Genevard, qui est ministre de l'Agriculture, jamais il parle des alternatives. Et c'est
Et pourtant, elles existent, et elles existent sans doute donc pour un certain nombre de PFAS. Donc c'est à nous de donner la voix à ces alternatives, et c'est aussi à nous de parler de la violence chimique et de dire qu'elle n'est pas une fatalité, mais qu'il faut qu'on exige d'arrêter l'empoisonnement. Voilà, enfin, et chacun à notre niveau, et que voilà, c'est pas une fatalité. Et à Cancer Colère, on est plein d'admiration pour ce que vous faites dans la région et pour le travail journalistique aussi, parce que sans l'information, eh ben, on ne pourra pas lutter. Donc l'information, elle est aussi au cœur de la problématique, puisqu'on est à des pouvoirs publics qui essayent d'invisibiliser les problèmes. Et donc voilà, donc merci beaucoup pour votre travail. Et puis on est au début d'un truc incroyable, c'est que la lutte contre la violence chimique, elle nous réunit sur quelque chose un bien commun à défendre, pendant qu'il y a des néo-nazis qui se rejoignent aujourd'hui à Lyon. Et ben nous on est là et on défend la vie. Et c'est plus fort que tout. C'est du boulot, mais on va y arriver. Et merci encore. Merci pour votre témoignage. Oui, merci pour votre témoignage. Je voulais juste réagir sur deux choses, deux termes que vous avez prononcés et qui m'apparaissent importants. Principe de précaution, c'est évident. C'est-à-dire que on va dire que ce qui revient, quel que soit le scandale de PFAS que je peux couvrir, quel que soit le spot, etc., c'est un défaut de principe de précaution. Et c'est quelque chose qui est... chaque problématique que je prends, on peut le calquer quoi, à chaque fois. Et l'autre chose, c'est la violence chimique. C'est évidemment un concept intéressant dans le sens où les PFAS, c'est la violence chimique par excellence, c'est-à-dire que personne ne savait, si je repars des années 50, personne ne savait que ça pouvait rentrer dans le corps humain à part les industriels. Et ils le savaient depuis les premières alertes. En 1981, Dupont retire les femmes enceintes, les femmes en âge de procréer de ces lignes de production de téflon, parce qu'ils se rendent compte que les PFAS, et en l'occurrence le PFOA, rentrent dans le sang. Et que donc, pour moi, la violence, elle est là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui rentre dans notre corps, dans nous, et qu'on n'a rien demandé. Donc voilà, le débat, il doit vraiment se situer. Finalement, on redit un peu les mêmes choses, mais c'est là-dessus qu'on doit avoir un débat démocratique. C'est est-ce qu'on accepte que ces PFAS rentrent dans notre sang, qu'on les transmette à nos enfants? Parce que les PFAS, quand on est une femme et qu'on tombe enceinte, on les transmet à notre fœtus. Et donc les bébés, ils naissent avec un leg, un héritage de PFAS pour lesquels ils ont encore moins rien demandé que nous. Et pire encore, quand on les allaite, on se déleste, nous, de notre contamination au PFAS pour les donner à nos enfants. Donc bien sûr que ce débat-là, il doit avoir de manière démocratique, de manière éclairée, et que nous, on est là pour apporter l'information quand on le peut. Ouais, merci Émilie, tu as raison de parler des femmes enceintes parce qu'on n'en avait pas parlé jusque-là, et des femmes allaitantes, parce que le lait maternel, c'est vrai que c'est un gros sujet. Merci Fleur Breteau, parce que vos mots sont vraiment très forts, merci pour vos mots. Et je sais que le collectif PFAS Contre Terre a commencé à faire des liens avec Cancer Colère à Lyon, et on est très contents de ça. Voilà, soyons nombreux et soyons forts. Bonjour. Merci beaucoup pour toutes les informations, c'est vraiment très éclairant. Moi, je me demandais juste quel était aujourd'hui l'état des connaissances sur l'accumulation des PFAS dans nos aliments. Est-ce que sur des sites où on sait que les sols sont pollués, par exemple, on a des études qui montrent s'il y a des types de végétaux, de légumes qui sont plus accumulateurs que d'autres? Est-ce qu'on sait si certaines productions agricoles sont plus à risque? Et est-ce que les agriculteurs aussi sont une population plus à risque du fait du travail de la terre sur des sites contaminés? Et j'ai une deuxième question un peu en lien avec ça, c'est quand on sait que les sols sont pollués, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Quelles sont les techniques concrètes pour dépolluer ces sols-là? Voilà. Merci. Ouais. Alors, c'est une question très intéressante parce que le passage de la pollution PFAS au sol, aux légumes, aux cultures, on va dire, c'est un peu un continent... pas inexploré, mais pas très bien documenté. Et il y a aujourd'hui notamment Aurélia Michaud qui travaille dessus, Sébastien Sauvet, qui sont des gens qui essaient de travailler sur le lien entre la contamination au sol et le passage dans les plantes.
c'est parce qu'il n'y a pas que, quand on parle de culture, il y a ce qui vient du sol et puis il y a ce qui vient de l'eau, hein, d'irrigation. Donc on commence à comprendre, voilà, certaines espèces, notamment c'est souvent les blettes, les épinards, qui sont les plus contaminés. Est-ce que ça vient de l'eau, est-ce que ça vient du sol, compliqué. Les légumes racines aussi, qui du coup sont plus contaminés que les autres. Mais tout ça, c'est un champ d'investigation, je pense, très important, relativement inexploré, et qu'en tout cas est en train d'être investi par tout un tas d'acteurs, parce qu'on se rend compte qu'effectivement la problématique sol, je le disais, encore une fois, je vous invite à regarder nos articles la semaine prochaine, la problématique sol est une problématique très, très importante. Ensuite, ce que vous disiez sur les agriculteurs, je ne suis pas sûre qu'il y ait des travaux, enfin en tout cas je n'ai pas connaissance de travaux sur les agriculteurs, parce qu'ils ont en plus la problématique pesticides, hein. Les pesticides, il y a beaucoup de pesticides qui sont des PFAS, ou qui le deviennent. Donc voilà, mais ça me permet de rebondir sur quelque chose que disait, je ne sais plus qui tout à l'heure, aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est les PFAS. Eh ben non. Parce que moi, quand j'ai commencé à enquêter sur les Ardennes, il y a presque un an maintenant, et que je leur ai posé la question des PFAS, alors ok, c'était il y a un an, mais on en parlait déjà beaucoup, et ben ils n'avaient jamais entendu parler du mot PFAS. Ils ne savaient pas ce que c'était. Donc il ne faut pas croire que tout le monde en France sait ce que sont les PFAS, quels sont les dangers. Enfin, il y a encore beaucoup de travail pédagogique, d'information de base à faire là-dessus. Je vais vous demander d'être tolérant parce que tout le monde est en train de s'énerver parce qu'ils veulent le micro. Il y a beaucoup de questions et tout le monde n'aura pas. Il nous reste 10 minutes. S'il vous plaît, soyez tolérants. Bonjour, merci beaucoup déjà pour votre témoignage, c'est très intéressant. Moi, ma question, c'était donc pour revenir sur la métropole de Lyon, où là, pas mal de personnes, j'imagine, sont au courant suite à vos révélations. Quelle a été majoritairement la réaction des locaux entre justement le chantage à l'emploi qui a pu être entendu, les impacts sanitaires, etc. Est-ce qu'en majorité, dans les communes en question, les personnes ont réagi avec véhémence ou au contraire, finalement, sont restées assez indifférentes au sujet? Merci beaucoup. Je dirais qu'il y a une mobilisation citoyenne localement. Évidemment, chacun réagit de façon différente. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le déni et qui ne vont pas vouloir entendre parler des PFAS et continuer à consommer leur potager. Mais je crois que quand même, plus on en parle, et effectivement, aussi comme on disait tout à l'heure, plus les gens commencent à prendre conscience, à entendre parler des actions en justice, puis petit à petit, les gens qui rentrent dans les actions en justice vont faire des prises de sang. Donc le fait d'avoir de plus en plus de données, ça augmente la mobilisation et le fait que les gens soient concernés. Voilà comment je dirais. Moi, je voulais apporter aussi un témoignage. Moi, je crois beaucoup à l'action du collectif. C'est pour ça que j'ai rejoint aussi le groupe des 200 sur le sud de Lyon. Mais je voulais quand même préciser que, comme tu as dit tout à l'heure, tu as parlé surtout le Pierre-Bénite Oulin. Mais moi, je ne suis pas de ce secteur-là. Et je trouve que c'est important de savoir que moi, je suis sur le 8e arrondissement de Lyon. Et en fait, je me trouve avec un taux, j'ai fait l'analyse de sang, je me trouve avec un taux de PFAS qui est plus élevé que certaines personnes de Oulin. Donc je veux dire que l'action, elle ne concerne pas que le sud de Lyon. Je crois que c'est important qu'on le dise. C'est qu'on est tous, on est concernés sur une grande zone et que plus on est nombreux, plus on va pouvoir faire avancer les choses. Et ma question aussi, c'est concernant la loi là, qui a été votée. C'est vrai que nous, en tant que consommateurs, c'est pas évident de s'y retrouver sur ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Par exemple, moi, l'autre jour, j'ai voulu aller m'acheter des chaussures à Intersport, parce que je vais faire une marche là importante, et on m'a conseillé de prendre des chaussures avec des Gore-Tex. Donc, et j'ai cru comprendre qu'il y avait des PFAS à l'intérieur, ou des PFC, je ne sais pas exactement. Et du coup, est-ce que actuellement, les vêtements qui sont fabriqués, puisque la loi normalement interdit, est-ce que actuellement les vêtements sont encore fabriqués avec ça ou pas? Voilà. La loi, elle ne rentre pas en application tout de suite. Genre, je sais plus, j'ai plus en tête 2030. toutes les dates. Ouais, c'est 2030. Aussi pour les vêtements textiles, c'est pas 2027. Je sais plus. Je ne sais pas. L'industrie textile a essayé de progresser sur le sujet. Et quand vous voyez, alors, deux choses. Quand vous voyez 100 PFC,
ça veut dire sans certains PFAS. Quand vous voyez sans PFOA, ça veut dire avec d'autres PFAS. Et quand vous voyez sans PFAS, normalement, c'est qu'il n'y a pas de PFAS. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que la question sur le consommateur, elle est compliquée. Il y a eu, quand il y a eu la loi sur les PFAS, je crois que c'était quand elle est passée au Sénat, un amendement, quelqu'un a proposé un amendement, je ne sais plus quel groupe, pour étiqueter les produits, pour qu'il y ait un étiquetage obligatoire des PFAS et desquels dans les produits. Cet amendement n'a pas été retenu et c'est bien dommage parce que évidemment que comment voulez-vous, même moi qui pourtant travaille depuis 4 ans sur le sujet, quand j'achète la combinaison de ski de ma fille, je me dis oulala, est-ce qu'il y a des PFAS? Je vais la regarder, la composition, machin, mais c'est pas écrit, donc il faut aller se renseigner sur le fabricant, nanana. Donc c'est pas facile. Vous pouvez pas, en allant à Decathlon par exemple, vous pouvez pas savoir facilement quel produit n'a pas de PFAS. En l'occurrence, quand il y a du Gore-Tex, en général, il y a des PFAS, un certain type de PFAS, ou en tout cas, ils en ont émis pour fabriquer du Gore-Tex. Moi, je vous propose 2 questions rapides pour finir, parce qu'après, il y a d'autres conférences. Donc, une question ici, une question là-bas. Ok, pour moi, c'était plus à l'origine, ce qui concerne Arkema. Donc, le rejet, ça a été dans l'eau, dans le sol, dans l'air. Je voulais savoir cette précision. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, Arkema dit qu'on ne peut pas prouver qu'ils sont à l'origine de la pollution qui a pollué l'eau de la métropole. Et dans le cas où ils vont se retrouver coupables, on ne sait pas si ça va être possible, avec le principe pollueur-payeur, est-ce que ça va suffire pour dépolluer et pour indemniser les personnes? Et une deuxième chose, parce que vous avez parlé des violences chimiques, est-ce que ça ne serait pas possible d'envisager, par exemple, de rendre un diagnostic eau obligatoire, comme pour le plomb, etc., dans l'école de ma fille qui est à Lyon? L'eau n'est pas potable parce qu'il y a du plomb. La métropole a enquêté, s'est rendu compte que c'est un scandale au niveau national. Avant la dissolution de l'Assemblée, personne n'a fait attention à ça. Ça fait 3 ans, les enfants, et il y en a 3, les 3 nouvelles écoles de Lyon et une crèche qui ne peuvent pas boire l'eau. Et du coup, voilà, c'était ça. C'était beaucoup de choses, pardon. Merci. On fait la dernière question et vous répondez. Oui, très rapidement, oui, c'est tous les milieux qui ont été contaminés, eau, sol, terre. Et je ne me rappelais plus de la suite de la question. La responsabilité, c'est pour ça qu'il y a un référé expertise et que donc il y a une expertise en cours. Voilà, il va falloir attendre les résultats de cette expertise. Allez, la dernière. Alors j'ai la dernière question, c'est une question au niveau régional. J'ai cru, si j'ai bien suivi, qu'il y avait une zone où il ne fallait pas consommer les œufs à Oulin-Pierre-Bénite. Et je me suis demandé, est-ce qu'on a donc mesuré ces taux de contamination au PFAS dans les œufs? Et finalement, est-ce que ce n'est pas un peu arbitraire aussi, cette zone? On est tous concernés, il me semble, comme disait madame, moi je suis dans le 8e aussi. Voilà, ces analyses ont été faites et qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur cette zone à forte émission? En fait, on est tous concernés, bien sûr qu'on est tous concernés, mais la question qui se posait là sur les œufs, c'est quels œufs sont concernés par la pollution de la plateforme chimique. Et que, je ne sais pas, moi, peut-être que vous habitez dans le 8e, mais qu'il y a une autre source de contamination. Donc c'est ça qui est délicat. Alors en plus, dans les œufs, c'est d'autant plus difficile que les pouvoirs publics ne regardent que 4 PFAS. Dans les œufs, ceux qui sont visés par la réglementation européenne dans l'alimentation, et que donc du coup c'est très difficile de dresser un profil moléculaire et un profil de contamination avec que 4 PFAS. Donc est-ce que c'est arbitraire? J'ai envie de vous dire, chacun devrait regarder ce qu'il y a dans ses œufs. Parce que en fait, vous pouvez habiter en dehors de la zone et avoir une autre source de contamination. Je ne sais pas, moi, il y a eu un incendie, les PFAS sont gavés de sol. Les œufs, c'est une des matrices qui concentre le plus les PFAS, si vous voulez. Et moi, je vois sur des hotspots de contamination, ceux qui... Alors, ils sont tous très contaminés, mais ceux qui ont vraiment mangé des œufs contaminés pendant très longtemps, ils sont beaucoup plus contaminés, parfois même que les salariés qui ont travaillé sur les usines. Donc, les œufs, c'est vraiment un vecteur important. Après, oui, le périmètre, il est arbitraire, mais c'est parce que c'est le périmètre qui est lié à la plateforme chimique d'Oulin. Ça ne veut pas dire que parce que, je sais pas, moi, vous habitez à Mornan, que vous n'avez pas des PFAS dans vos œufs parce qu'il y a une source qu'on ne connaîtrait pas, quoi.
Merci. On arrive au terme de la conférence. Merci beaucoup d'avoir été présents ce matin. Merci beaucoup, Lucie et Émilie, pour toutes vos réponses extrêmement détaillées et de grande qualité. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur France 3, sur Disclose ainsi que sur Reporter pour de nouvelles révélations sur les PFAS. Merci beaucoup.